Le 14 juin 1807, à 3 heures du matin, les premiers coups de canon déchirent le silence de la Prusse orientale. Napoléon ouvre les yeux dans son bivouac près d'Eylau. Ses officiers viennent de le réveiller avec une nouvelle qui le fait bondir. Les Russes ont traversé la rivière Halle. Bennigsen, leur général, vient de commettre une erreur monumentale. L'empereur sourit. C'est un jour de bonheur. Lance-t-il à ses maréchaux. C'est l'anniversaire de Marengo. 7 ans plus tôt, jour pour jour, Napoléon avait écrasé les Autrichiens à Marengo. Aujourd'hui, le destin lui offre une nouvelle fois l'occasion de briller. Mais la situation est tendue. Le maréchal Lannes se trouve seul face à toute l'armée russe. Ses 10 000 grenadiers doivent tenir contre 80 000 hommes. L'issue de la guerre dépend de sa résistance. S'il cède avant l'arrivée des renforts, c'est la catastrophe. Quelques mois plus tôt, la bataille d'Eylau avait tourné au cauchemar. Des milliers de cadavres gelés dans la neige, des blessés agonisant pendant des heures dans le froid mordant. Les deux armées s'étaient séparées sans vainqueur clair. Napoléon avait goûté à l'amertume de l'incertitude. Cette fois, il veut une victoire éclatante. Il veut briser définitivement l'armée du tsar Alexandre. Friedland sera cette bataille. La grande armée se met en branle. Les tambours battent, les trompettes sonnent, les colonnes s'ébranlent. Direction. Friedland, à 43 km au sud-est de Königsberg. Napoléon a compris le génie de la situation. Bennigsen vient de piéger sa propre armée. En franchissant l'Halle pour attaquer ce qu'il croit être un corps isolé, le général russe a placé ses troupes dans un cul-de-sac. La rivière coule derrière eux, formant une boucle qui entoure Friedland. Il n'y a qu'un seul pont pour repasser. Si les Français coupent cette retraite, c'est le massacre garanti. À Friedland, le maréchal Jean Lannes observe l'horizon avec inquiétude. Les Russes déboulent par milliers. 4 ponts de bateaux leur ont permis de traverser l'Halle pendant la nuit. Maintenant, ils se déploient en face de lui, interminables colonnes grises sous le soleil levant. Bagration, le redoutable général russe, commande l'avant-garde. Ces hommes avancent avec détermination, baïonnettes scintillantes. Lannes est l'un des meilleurs officiers de Napoléon. Courageux jusqu'à la témérité, il a l'habitude des situations désespérées. Mais là, le rapport de force est effrayant. 1 contre 8. Il dispose des grenadiers d'Oudinot, excellents soldats d'élite, mais même eux ne pourront pas tenir éternellement. Il faut gagner du temps. Chaque minute compte. Chaque heure arrachée aux Russes permet à la grande armée de se rapprocher. Le maréchal déploie ses troupes avec soin. Il envoie Oudinot occuper le village de Postenen, au centre du dispositif. 2 bataillons filent dans le bois de Sortlack sur la droite. 3 autres se dirigent vers Heinrichsdorf sur la gauche. L'artillerie prend position sur les hauteurs, prête à cracher la mort. Les grenadiers se mettent en ligne, fusils chargés, mèches allumées. Le silence tombe. Les hommes attendent, gorge serrée. À 6 heures du matin, l'attaque russe commence. Bagration lance ses régiments contre Postenen. Les obusiers russes ouvrent le feu, déversant un déluge de fer et de feu sur les positions françaises. Les boulets ricochent sur le sol gelé, fauchant les rangs. Les obus explosent dans les colonnes, projetant des éclats mortels. Les grenadiers tiennent bon. Ils répondent coup pour coup, méthodiques, disciplinés. Les voltigeurs français, dispersés en tirailleurs, harcèlent les colonnes russes. Chaque salve fait tomber des dizaines d'hommes. Les dragons de Grouchy arrivent en renfort à 7 heures. Ces cavaliers lourds, montés sur de puissants chevaux, vont jouer un rôle crucial. Grouchy les positionne sur le flanc gauche vers Heinrichsdorf, où la cavalerie russe se masse. Leur mission, empêcher les Russes de déborder l'Anne et de couper la route de Königsberg. Les 2 masses de cavalerie se font face, se jaugeant, attendant le moment de charger. Vers 9 heures, Bennigsen, installé dans Friedland, ordonne à toute son armée d'avancer. Il pense n'avoir affaire qu'à un corps isolé de 15 000 hommes. Il ignore que Napoléon et la grande armée foncent vers lui à marche forcée. Ses divisions se déploient dans la plaine. Le spectacle est impressionnant. 80 000 hommes en ordre de bataille, drapeaux claquant au vent, officiers à cheval criant leurs ordres. La machine de guerre russe se met en branle, lente mais inexorable. Lannes sent la pression monter. Les Russes occupent maintenant le bois de Sortlack. Une contre-attaque française les surprend un instant, mais ils se ressaisissent vite et repoussent la cavalerie française.
Les combats font rage aux deux extrémités du dispositif. À Heinrichsdorf, 15 charges de cavalerie se succèdent dans un tourbillon de sabres et de sang. Chasseurs, hussards, cuirassiers, dragons, uhlans et cosaques s'affrontent dans une mêlée infernale. Les Français veulent tenir coûte que coûte. Chaque position perdue affaiblit le dispositif. À 10 heures, Lannes passe à l'offensive au centre. La division Dupas se lance contre une colonne russe entre Postenen et Heinrichsdorf. Le choc est terrible. Les balles sifflent, les hommes tombent par rangs entiers. Le 15e régiment de ligne perd pratiquement tous ses effectifs. 213 tués et 912 blessés en quelques heures. Le colonel Reynaud tombe, mortellement touché. Mais l'attaque réussit. Les Russes reculent, laissant des centaines de cadavres dans leur sillage. Puis Dupas forme un mur d'airain sur cette position. Les troupes de Gortchakov, le prince russe qui commande l'aile droite, se lancent à l'assaut. Vague après vague, les régiments russes déferlent. Les grenadiers français tiennent. Ils tirent à bout portant, rechargent, tirent encore. Les corps s'empilent devant leurs lignes. L'odeur de la poudre et du sang emplit l'air. Les officiers hurlent pour couvrir le vacarme des détonations. Les blessés gémissent, suppliant qu'on les achève ou qu'on les sauve. Bennigsen ne comprend toujours pas. Son état-major l'informe de l'arrivée de renforts français, mais il reste confiant. Il croit pouvoir tenir jusqu'à la nuit, puis disparaître dans l'obscurité. Il pense avoir l'avantage du nombre et de la position. En réalité, il vient de tomber dans le piège le plus mortel qu'un général puisse imaginer, coincer son armée entre une rivière et un ennemi supérieur. Napoléon arrive. À 11 heures du matin, Napoléon atteint le champ de bataille. D'un coup d'œil, il saisit la situation. Lannes a accompli un miracle en tenant aussi longtemps. Mais maintenant, c'est l'heure de frapper. L'empereur ordonne à ses maréchaux de prendre position sans attaquer. Il veut laisser le temps à tous ses corps d'arriver. Mortier se place à gauche avec 27 000 hommes. Victor s'installe au centre avec ses réserves. Ney, le brave des braves, attend sur la droite. La garde impériale reste en réserve, intacte, prête à donner le coup de grâce. Napoléon étudie le terrain avec attention. Il connaît l'art de la guerre comme personne. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'erreur monumentale de Bennigsen. Les Russes se sont massés dans la boucle de l'Alle, le dos à la rivière. Un petit ruisseau, le Mühlenfluss, divise leur armée en deux parties. Le terrain est parsemé de marécages et d'étangs. Pour repasser l'Alle, ils n'ont qu'un pont principal et 3 ponts de bateaux fragiles. Si les Français s'emparent de Friedland et détruisent ces ponts, les Russes sont pris au piège. Ce sera un carnage. Le plan de Napoléon est simple mais brutal. Ney attaquera le flanc gauche russe et s'emparera de Friedland. Pendant ce temps, l'artillerie pilonnera le centre pour empêcher Bennigsen de renforcer son aile menacée. Mortier et Lannes immobiliseront l'aile droite russe. Une fois Friedland pris et les ponts détruits, les 3 maréchaux convergeront pour écraser les Russes contre la rivière. Un mouvement en tenaille parfait. L'empereur fait apporter sa chaise de campagne et s'assoit pour observer. Ses maréchaux attendent ses ordres. Le soleil monte dans le ciel. La chaleur devient étouffante. Les soldats boivent leur ration d'eau, vérifient leurs armes, serrent les sangles de leurs sacs. Certains prient en silence. D'autres plaisantent pour tromper l'angoisse. Les vétérans, ceux qui ont survécu à Austerlitz et à Iéna, reconnaissent ce moment. C'est le calme avant la tempête. À 14 heures, tout le dispositif français est en place. 80 000 hommes face à 80 000 hommes. 200 canons français contre 100 canons russes. Napoléon attend encore. Il veut que le soleil décline pour aveugler les Russes quand ses troupes chargeront. Il veut aussi s'assurer que tous ses hommes sont reposés, prêts à donner leur maximum. La bataille va durer des heures. Autant commencer avec des soldats frais. Bennigsen, toujours confiant, ordonne des attaques sporadiques pour tester les défenses françaises. Ses colonnes avancent, se heurtent aux tirs nourris de l'infanterie française, reculent. L'artillerie russe bombarde les positions ennemies, mais les Français ripostent avec vigueur. Le duel d'artillerie devient assourdissant. Les boulets traversent les lignes en sifflant, explosent dans les rangs serrés, font voler les caissons. Les servants travaillent comme des forcenés, enfournant poudre et projectiles, reculant les pièces à chaque tir. Sur l'aile gauche française, à Heinrichsdorf, la cavalerie de Grouchy affronte les masses de cavalerie russe.
Les charges se multiplient. Les sabres s'entrechoquent, les chevaux hennissent, les hommes tombent criblés de balles. Les cuirassiers français, avec leurs armures étincelantes, enfoncent les lignes de Cosaques. Les dragons saxons se battent avec férocité. 4 pièces de canon russes sont capturées dans la mêlée. Mais les pertes sont lourdes des 2 côtés. Les blessés s'entassent à l'arrière, gémissant, attendant les chirurgiens débordés. À 17 h, Napoléon se lève. L'heure est venue. Il donne le signal. 20 coups de canon tonnent, tirés par la garde. C'est le début de l'assaut final. Le maréchal Ney reçoit ses ordres directement de l'empereur. Napoléon le prend par le bras, désigne Friedland du doigt. Voilà votre but. Marchez sans regarder autour de vous. Pénétrez dans cette masse épaisse, quoi qu'il vous en coûte. Entrez dans Friedland, prenez les ponts et ne vous inquiétez pas de ce qui pourra se passer à droite, à gauche ou à l'arrière. Je m'occupe du reste. Ney hoche la tête. Cet homme au tempérament de feu va se montrer à la hauteur de sa réputation. Il remonte sur son cheval, tire son sabre. Ses divisions s'ébranlent. Marchant sur la gauche, Bisson sur la droite. 15 000 hommes en colonne serrée, baïonnettes au canon. L'objectif ? Foncer droit sur Friedland, écraser tout ce qui résiste. L'attaque commence à 17 h 30. Les tambours battent la charge. Les colonnes avancent au pas cadencé, 100 mètres, 200 mètres. L'artillerie russe ouvre le feu. Les boulets labourent les rangs. Des hommes tombent, fauchés en pleine course. Les rangs se resserrent. On enjambe les cadavres. On continue d'avancer. Les officiers hurlent « En avant !» pour l'empereur. La cavalerie russe charge pour stopper l'offensive. Des milliers de cavaliers russes, sabres levés, déferlent sur le flanc droit de Ney. La situation devient critique. Les carrés d'infanterie française risquent d'être enfoncés. Mais Latour-Maubourg intervient avec ses dragons. La charge de cavalerie la plus spectaculaire de la journée commence. Les 2 masses se percutent dans un fracas apocalyptique. Le choc est si violent que des chevaux sont projetés au sol. Les cavaliers s'embrochent mutuellement. Le sang gicle. Les sabres s'abattent sur les casques, les épaules, les bras. En quelques minutes, des centaines d'hommes jonchent le sol. Pendant ce temps, le général Sénarmont prépare son coup de maître. Ce brillant artilleur commande l'artillerie du corps de Victor. Il dispose de 36 pièces, 6 canons de 12 livres, 20 canons de 6 livres, 4 pièces de 4 livres et 6 obusiers. Au lieu de rester en arrière comme le veut la doctrine, Sénarmont demande la permission d'avancer avec ses canons. Victor accepte. C'est une manœuvre inédite, d'une audace folle. Sénarmont fait transporter ses batteries à plusieurs centaines de mètres en avant de l'infanterie. Il s'arrête en face des masses russes, installe ses pièces au galop. Les servants sautent à terre, chargent les canons. Les Russes n'en croient pas leurs yeux. De l'artillerie à 120 mètres de leur ligne, c'est du suicide. Mais Sénarmont sait ce qu'il fait. À cette distance, chaque tir est meurtrier. Ses canonniers tirent à bout portant dans les carrés russes. Les boulets traversent les rangs de part en part, fauchant 5, 6, 7 hommes à la fois. Les obus explosent au milieu des formations, projetant des éclats mortels dans toutes les directions. En 25 minutes, Sénarmont tire 2800 boulets. Le carnage est indescriptible. Les carrés russes se disloquent, leurs rangs se brisent, les survivants reculent en désordre. La division Dupont profite de cette brèche pour avancer. Les fantassins français se lancent à l'assaut, baïonnettes en avant. Les Russes, étourdis par le bombardement, tentent de résister. Mais l'élan français est irrésistible, les corps à corps se multiplient. On se bat au sabre, à la crosse, au couteau. Les blessures sont atroces. Les chirurgiens à l'arrière amputent sans anesthésie. Les hurlements des opérés couvrent le bruit de la bataille. Ney continue sa progression vers Friedland. Ses colonnes s'infiltrent dans les lignes russes. La division marchand pousse les chasseurs russes vers la rivière, enlève le village de Sortlack. Bisson marche droit sur Friedland. Mais les Russes ne lâchent rien. Leur cavalerie sabre les fantassins français. Le 69e régiment de ligne perd la majorité de ses effectifs et son aigle. Les régiments de Bisson fondent à vue d'œil. L'offensive ralentit, puis se transforme en repli. Napoléon réagit immédiatement. Il envoie la division Dupont du corps de Victor. Ses troupes fraîches se fraient un chemin au milieu des fuyards que Ney s'efforce de rallier. Sénarmont, toujours aussi audace,
rassemble toute son artillerie et la fait avancer encore plus près. Ses canons ne sont plus qu'à 60 mètres des Russes. C'est du jamais vu. L'artillerie tire pratiquement à bout touchant. Les servants ignorent le feu ennemi. Plusieurs sont tués à leur poste, remplacés aussitôt par leurs camarades. Le pilonnage décime les rangs russes. Les généraux russes tombent les uns après les autres. Leurs hommes, malgré leur courage légendaire, finissent par fléchir. Les soldats français, pourtant plus petits que les géants des régiments Semenovski et Pavlovski, pointent leurs baïonnettes sur la poitrine de ces colosses. Incapables de viser plus haut, ils frappent là où ils peuvent. Les Russes, épuisés, affamés, bombardés sans répit, commencent à reculer. La cavalerie russe tente une dernière charge héroïque. Elle fonce sur les batteries de Sénarmont dans un galop furieux. Mais le feu français est trop intense. Les chevaux s'effondrent par dizaines. Les cavaliers sont désarçonnés, piétinés. En quelques minutes, la charge est brisée. Les survivants font demi-tour et s'enfuient vers Friedland. À 19 h, Ney atteint Friedland. Les rues de la ville deviennent un champ de bataille. Les Russes se battent maison par maison, rue par rue. Ney ordonne à ses grenadiers de faire le ménage. Les combats sont d'une violence inouïe. On se bat au corps à corps dans les ruelles étroites. Les maisons prennent feu. Les flammes se propagent rapidement. Bientôt, toute la ville brûle. La fumée asphyxie les combattants. Les blessés, piégés dans les bâtiments en flammes, périssent carbonisés. La garde impériale russe, unité d'élite, contre-attaque avec fureur. Elle débouche du ravin qui entoure Friedland et charge sur le flanc gauche de Ney. Le maréchal est un moment ébranlé. Ses troupes vacillent, mais Victor envoie la division Dupont à la rescousse. Ses soldats Humphrey culbutent la garde russe et en font un carnage. Les grenadiers de Russes, réputés invincibles, sont taillés en pièces. Ney s'empare finalement des ponts. Ses sapeurs se précipitent pour les détruire. Le piège se referme. Les Russes n'ont plus de retraite. Derrière eux, la rivière Halle. Devant eux, les baïonnettes françaises. Sur leur flanc, l'artillerie de Sénarmont qui continue de tirer. C'est l'enfer. Bennigsen comprend enfin l'ampleur de la catastrophe. Il ordonne une retraite générale, mais c'est trop tard. Ses divisions se bousculent pour atteindre les ponts. Certains, par erreur, ont été incendiés par les Russes eux-mêmes. La panique s'installe. Les soldats se piétinent. Les officiers hurlent des ordres que personne n'écoute. La discipline s'effondre. Napoléon ordonne à Lannes et Mortier d'attaquer l'aile droite russe. Gortchakov, qui commande ce secteur, tente de résister. Mais ses divisions sont prises en étau. Les fusiliers de la garde française, commandés par le général Savary, avancent méthodiquement, tirant salve après salve. Les grenadiers d'Oudinot chargent à la baïonnette. La dernière résistance russe s'effondre. Les Russes refluent vers Friedland. Ils se retrouvent massés dans les rues étroites, acculés contre la rivière. L'artillerie française les prend en enfilade. Chaque boulet fait des dizaines de victimes. Les rangs serrés deviennent des cibles parfaites. Les obus explosent au milieu des colonnes, projetant des membres dans toutes les directions. Le sang coule dans les ruelles pavées. Les blessés s'entassent, criant à l'aide, mais personne ne peut les secourir. Beaucoup de Russes tentent de traverser l'Alle à la nage. Alourdis par leurs équipements, ils coulent par centaines. D'autres trouvent des gués et parviennent à passer. Mais la majorité reste piégée sur la rive occidentale. La cavalerie française les pourchasse jusqu'à 11 h du soir. Les sabres s'abattent sans pitié. Les prisonniers se comptent par milliers. Certains soldats russes, exténués, se couchent dans les champs et se laissent capturer sans résistance. À 22 h 30, la bataille s'achève. Le silence retombe, étrange après des heures de vacarme. La canonnade cesse. Les tirs de mousquets s'espacent. Puis plus rien. Juste les gémissements des blessés, qui vont durer toute la nuit. Les chirurgiens travaillent à la lueur des torches, amputant, recousant, essayant de sauver ce qui peut l'être. Mais beaucoup d'hommes ne verront pas le lever du jour. Napoléon bivouaque sur le champ de bataille, au milieu de sa garde. Il refuse de retourner à son quartier général. Il veut rester avec ses soldats, partager leur sort. Autour de lui, les feux de camp s'allument. Les hommes préparent la soupe, nettoient leurs armes, pansent leurs blessures. Certains fouillent les cadavres pour récupérer des munitions, de la nourriture, de l'argent. C'est la loi de la guerre. Le bilan de la journée est accablant. Les Russes ont perdu entre 15 000 et 25 000 hommes, tués ou blessés.
10 000 prisonniers, 80 canons capturés, 70 drapeaux pris, des centaines de caissons abandonnés. C'est une défaite totale, écrasante. L'armée de Bennigsen n'existe plus en tant que force combattante. Les pertes françaises, bien que conséquentes, sont nettement moindres. 1645 tués, 9000 blessés, 2400 prisonniers. Le rapport de pertes est de 1 contre 3 en faveur des Français. C'est une victoire brillante, tactiquement parfaite. Plusieurs hommes se sont distingués pendant la bataille. Ney, bien sûr, le brave des braves, comme Napoléon le surnommera après Friedland. Son audace et sa ténacité ont été déterminantes. Quand l'empereur le félicite, Ney répond avec son franc-parler habituel. « Sire, nous sommes Français, nous gagnerons toujours. » Lannes a accompli un exploit en tenant 9 heures contre une armée 8 fois supérieure. Sans sa résistance acharnée, Bennigsen aurait pu s'échapper avant l'arrivée de Napoléon. Le maréchal a été blessé, comme beaucoup de ses officiers, mais il est resté à son poste jusqu'au bout. Sa division a subi des pertes terribles. Le 15e régiment de ligne a pratiquement cessé d'exister, mais Lannes a gagné le temps nécessaire. Senarmont est le héros méconnu de Friedland. Son action audacieuse avec l'artillerie a changé le cours de la bataille. Faire avancer des canons à 120 mètres, puis à 60 mètres de l'ennemi, était considéré comme de la folie. Mais Senarmont a prouvé que l'artillerie, employée avec audace, pouvait briser n'importe quelle formation. Ces 36 pièces ont tiré 2800 boulets en moins d'une demi-heure. Le bombardement a disloqué les carrés russes et ouvert la voie à l'infanterie. 11 artilleurs de Senarmont ont été tués, 45 blessés. Parmi les morts, le colonel Forneau, son chef d'état-major. Mais leur sacrifice n'a pas été vain. Grouchy, avec ses dragons, a empêché la cavalerie russe de déborder le dispositif français. Ces hommes ont mené 15 charges successives à Heinrichsdorf, repoussant à chaque fois les masses de cavalerie ennemies. Sans lui, Lannes aurait été submergé dès le matin. Victor a fait preuve d'intelligence en laissant Senarmont diriger l'artillerie comme il l'entendait. Beaucoup de généraux auraient refusé une manœuvre aussi risquée. Victor a compris que l'audace paie parfois. Il sera récompensé en recevant son bâton de maréchal 1 mois plus tard. Mortier et Oudinot ont également brillé. Leurs troupes ont tenu les positions clés toute la journée, permettant à Napoléon de concentrer ses efforts sur Friedland. Oudinot, en particulier, a résisté avec ses grenadiers pendant des heures contre des forces écrasantes. Du côté russe, certains hommes méritent aussi le respect. Bagration s'est battu avec son courage habituel. Ses troupes ont résisté vaillamment malgré l'infériorité tactique. La garde impériale russe a chargé jusqu'à la mort, refusant de capituler. Beaucoup de soldats russes se sont noyés plutôt que de se rendre. Cette bravoure dans la défaite force l'admiration. Le lendemain matin, le spectacle est horrible. Le champ de bataille ressemble à un abattoir. Des milliers de cadavres jonchent le sol. Français et Russes mêlés dans la mort. Les blessés gémissent, appelant à l'aide. Les corbeaux arrivent par nuées noires, attirés par l'odeur du sang. Les soldats français fouillent les morts, récupérant ce qu'ils peuvent. C'est macabre, mais nécessaire. Après une bataille, on manque de tout. Dans les jours qui suivent, les soldats russes exténués se couchent dans les champs et se laissent prendre sans combattre. Les Français font 10 000 prisonniers supplémentaires. Ces hommes, épuisés, affamés, blessés, n'ont plus la force de résister. Beaucoup pleurent. Ils savent qu'ils ne reverront peut-être jamais leur pays. Napoléon ordonne à ses troupes de poursuivre l'ennemi. Murat, Davout et Soult foncent sur Königsberg avec la cavalerie. La ville capitule le 16 juin. Les Français y trouvent 160 000 fusils anglais, des centaines de canons et d'immenses stocks de vivres. C'est un butin considérable. La Prusse, déjà vaincue l'année précédente, est définitivement écrasée. Pour les Russes, c'est la catastrophe. L'armée de Bennigsen n'existe plus. Il faudra des mois pour la reconstituer. Le tsar Alexandre comprend qu'il ne peut pas continuer la guerre. 4 jours après Friedland, il demande un armistice. Napoléon accepte. Les deux empereurs se rencontrent à Tilsit le 25 juin 1807, sur un radeau au milieu du fleuve Niémen. La rencontre est historique. Alexandre et Napoléon discutent pendant des heures. Ils sympathisent. Le tsar, jeune et impressionnable, tombe sous le charme de l'empereur français. Napoléon déploie tout son génie diplomatique. Il flatte Alexandre,
Le traite en égal, lui promet la Finlande. Le 7 juillet, les traités de Tilsit sont signés. La France et la Russie deviennent alliés. C'est incroyable. 2 ans de guerre, des dizaines de milliers de morts, pour aboutir à une alliance. Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume le III, assiste impuissant aux négociations. Son royaume perd la moitié de ses territoires. L'Alsace et la Lorraine passent sous tutelle française. De nouveaux États satellites sont créés. Le royaume de Westphalie pour Jérôme Bonaparte, le Grand-Duché de Varsovie pour les Polonais. Napoléon est au sommet de sa puissance. Il contrôle l'Europe continentale de l'Atlantique à la Russie. Seule l'Angleterre lui résiste encore, protégée par sa marine. Friedland et Tilsit marquent l'apogée de l'Empire français. L'empereur a 38 ans. Il semble invincible, mais les graines de la chute sont déjà semées. À l'automne 1807, Napoléon se lance dans l'invasion du Portugal. C'est le début du Bourbier espagnol, une guerre d'usure qui saignera la Grande Armée pendant 6 ans. La guérilla espagnole se révélera impossible à vaincre. Des milliers de soldats bandes français mourront dans les montagnes ibériques, égorgés dans la nuit par des partisans insaisissables. En 1812, l'alliance franco-russe vole en éclats. Les intérêts des 2 empires sont trop divergents. Alexandre refuse d'appliquer le blocus continental contre l'Angleterre. Napoléon, furieux, décide d'envahir la Russie. C'est la plus grande erreur de sa carrière. La campagne de Russie sera un désastre absolu. 600 000 hommes entrent en Russie en juin 1812. 30 000 en reviennent en décembre. Le reste est mort de froid, de faim ou tué par les Cosaques. Mais en ce mois de juin 1807, personne ne pense à ces catastrophes futures. Les soldats français célèbrent leur victoire. Ils ont écrasé l'armée russe. Ils ont forcé le tsar à demander la paix. Ils ont conquis l'Europe. La Grande Armée est la plus puissante machine de guerre du monde. Napoléon est le maître du continent. La bataille de Friedland reste l'un des chefs-d'œuvre tactiques de Napoléon. Au même titre qu'Austerlitz ou Iéna, elle démontre son génie militaire. L'empereur a su exploiter l'erreur de Bennigsen avec une efficacité redoutable. Piéger l'armée russe contre une rivière, puis la détruire méthodiquement, c'est du grand art. La manœuvre d'enveloppement a fonctionné à la perfection. Ney a pris Friedland et coupé la retraite. Mortier et Lannes ont immobilisé les ailes russes. L'artillerie de Sénarmont a pulvérisé le centre. Une fois le piège refermé, il ne restait plus qu'à massacrer l'ennemi. Les Russes n'ont jamais eu la moindre chance. L'action de Sénarmont mérite une attention particulière. Elle a révolutionné l'emploi de l'artillerie. Avant Friedland, les canons restaient en arrière, soutenant l'infanterie de loin. Sénarmont a prouvé qu'on pouvait les faire avancer au contact, les utiliser comme une arme d'assaut. Cette doctrine sera reprise dans toutes les armées européennes. La bataille a aussi montré l'importance de la coordination entre les armes. Infanterie, cavalerie et artillerie doivent travailler ensemble. Les dragons de la tour Maubourg ont protégé le flanc de Ney. L'artillerie de Sénarmont a ouvert la voie à l'infanterie de Dupont. La cavalerie de Grouchy a empêché les Russes de déborder. Chaque arme a joué son rôle dans la symphonie meurtrière orchestrée par Napoléon. Pour les soldats qui y ont participé, Friedland restera le souvenir d'une journée terrible mais glorieuse. Ils ont vu l'horreur de la guerre moderne. Le feu des canons à bout portant, les charges de cavalerie dévastatrices, les combats au corps à corps dans les rues de Friedland. Ils ont vu leurs camarades tomber par centaines, mais ils ont aussi goûté à la victoire totale, écrasante. Les vétérans de Friedland raconteront cette bataille à leurs petits-enfants. Ils parleront de la résistance héroïque de Lannes, de la charge folle de Ney, du tonnerre des canons de Sénarmont. Ils décriront l'odeur de la poudre, le fracas des sabres, les hurlements des blessés. Ils diront qu'ils ont servi sous le plus grand général de tous les temps. Et ils auront raison. Friedland a prouvé que Napoléon était un maître incontesté de l'art de la guerre. Sa capacité à lire le terrain, à exploiter les faiblesses de l'ennemi, à coordonner des dizaines de milliers d'hommes, tout cela relève du génie. Bennigsen, pourtant qu'officier compétent, a été complètement dépassé. Il a commis l'erreur de franchir l'Alle, et Napoléon l'a puni sans pitié. Cette victoire a permis à l'Empire français d'atteindre son apogée. En juillet 1807, Napoléon contrôle directement ou indirectement presque toute l'Europe. Seule l'Angleterre, la Suède et l'Empire ottoman lui échappent. Le système continental, ce blocus économique censé étrangler l'Angleterre, semble sur le point de réussir.
L'avenir paraît radieux. Mais l'histoire montrera que les empires bâtis sur la guerre sont fragiles. Les peuples conquis finissent par se révolter. Les alliés d'aujourd'hui deviennent les ennemis de demain. La Russie, humiliée à Friedland, prendra sa revanche en 1812. L'Autriche, écrasée à Austerlitz, reviendra en 1813. La Prusse, vaincue à Iéna, se relèvera en 1815. Tous ensemble, ils finiront par abattre Napoléon. Friedland reste néanmoins un moment crucial de l'histoire européenne. C'est la bataille qui a forcé la Russie à s'allier avec la France. C'est la victoire qui a permis les traités de Tilsit. C'est le sommet de la puissance napoléonienne. Après Friedland, ce sera la descente. Lente d'abord, puis vertigineuse. Les 80 000 hommes qui se sont affrontés ce 14 juin 1807 dans la plaine de Friedland ne le savaient pas encore. Ils se battaient pour leur empereur, pour leur tsar, pour la gloire de leur régiment. Beaucoup y ont laissé leur vie. D'autres en sont sortis mutilés, aveugles ou psychologiquement brisés. Car la guerre, aussi glorieuse soit-elle dans les livres d'histoire, reste une boucherie pour ceux qui la vivent. Les champs de Friedland ont bu le sang de milliers d'hommes. Français, Russes, Prussiens, Polonais, Saxons, tous mêlés dans la mort. Leurs os blanchis ont longtemps jonché le sol avant d'être enfouis par les labours. Aujourd'hui, la ville s'appelle Pravdinsk et se trouve en Russie. Les touristes y viennent parfois, cherchant les traces de cette bataille qui a changé l'Europe. Mais les vrais témoins de Friedland ont disparu depuis longtemps. Les derniers vétérans sont morts dans les années 1870, emportant avec eux leurs souvenirs de cette journée terrible et glorieuse. Il ne reste plus que les livres, les tableaux et quelques monuments pour rappeler qu'ici, en 1807, deux armées se sont affrontées dans un déchaînement de violence qui a décidé du sort de l'Europe. Friedland, c'est l'histoire d'une bataille parfaite gagnée par un génie militaire au sommet de son art. C'est aussi l'histoire de milliers d'hommes ordinaires qui ont combattu, souffert et souvent péri pour des causes qui les dépassaient. C'est l'histoire de la guerre dans toute sa brutalité et sa complexité. Une victoire éclatante pour Napoléon, un massacre pour les soldats, un tournant pour l'Europe. Voilà ce qu'était Friedland.